Monsieur Charles Vieux-Quesnel est titulaire d'un doctorat en psychologie de l'Université Laval. Son champ de spécialisation couvre la gérontopsychologie et les sciences cognitives. Plus précisément, ses projets sont répartis en deux volets. D'une part, il s'intéresse aux proches aidants et d'autre part, il s'intéresse aux meilleures pratiques pour les témoins et victimes âgées en contexte d'enquête. Alors, sans transition, je vous demande de l'accueillir. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui est plutôt spécialisé. On est dans une expertise un petit peu particulière. Donc, mon défi aujourd'hui, c'est de d'abord vous intéresser à une problématique pour laquelle on a très peu de travaux pour guider les bonnes pratiques sur le terrain et vous donner des pistes qui aideront la réflexion clinique en lien avec une clientèle qui me tient à cœur, donc les proches aidants, et plus spécifiquement aujourd'hui les proches aidants dont le proche est atteint d'un trouble neurocognitif ou d'une démence. Donc, aujourd'hui, mon plan de match, j'ai deux grands objectifs. D'abord, vous présenter les proches aidants. La plupart d'entre vous êtes probablement déjà sensibilisés à ce qu'est un proche aidant, mais vous allez voir qu'il y a des défis particuliers, même à l'identification de cette clientèle-là. Et ensuite, évidemment, on est dans la thématique des idées suicidaires, donc on va s'intéresser à la présentation clinique des idées suicidaires chez cette population particulière. Et on va aller vers quelques pistes de réflexion vers la prévention, l'évaluation et l'intervention auprès de cette clientèle vulnérable. Un de mes défis aujourd'hui, c'est de convertir le peu de données de recherche qu'on a en des indicateurs cliniques pertinents. Le but n'est pas ici de faire une synthèse de recherche pure. Donc, mon objectif est aussi de répondre à des besoins cliniques. Si en cours de route, vous avez des questions, vous êtes les bienvenus pour le faire. Je crois qu'il y a un micro de chaque côté de la salle pour ceux qui sont en présentiel. D'autre part, on va garder un petit peu de temps à la fin pour ceux qui auraient des questions, que ce soit ici ou dans les sites à distance. Donc, la première étape de quiconque s'intéresse aux proches aidants, c'est de se demander, mais qu'est-ce qu'un proche aidant? Et vous allez voir que nos définitions sont plutôt malléables. Donc, la définition la plus utilisée au Québec, c'est toute personne de l'entourage qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel, à titre non professionnel, à une personne qui a une incapacité. Vous remarquez ici qu'il y a plusieurs éléments dans cette définition-là qui font en sorte que presque tout le monde peut être proche aidant à un moment ou à un autre. Donc, c'est continu ou occasionnel, ce qui veut dire que quelqu'un qui aiderait, par exemple, un voisin une fois par mois est théoriquement un proche aidant. Vous remarquerez que la nature du soutien est jamais précisée. Ça peut être un soutien psychologique, ça peut être donner de la médication, ça peut être aider à des soins d'hygiène. Vous voyez, la nature de l'implication peut être très variable. Et l'incapacité du proche peut aussi être très différente. On distingue généralement les épisodes aigus, par exemple, si quelqu'un se casse une jambe, une perte de mobilité pendant quelques semaines, quelques mois, versus les conditions qui vont être chroniques. Dans ce cas-ci, les troubles neurocognitifs seraient nécessairement des conditions chroniques. Ça nous mène à un tableau qui est assez difficile au plan de la recherche, mais aussi au plan de la pratique clinique. Donc, on va faire face à un groupe qui est très hétérogène. C'est donc difficile d'avoir des politiques publiques uniformes pour les proches aidants parce que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qu'on va avoir devant nous. D'autre part, dans la recherche, on va être contraint de faire face à une terminologie un peu particulière. On va parler de proche aidant principal, comme si les proches aidants secondaires étaient moins importants. Mais on va être obligé de désigner qui est l'aidant central dans la relation. Pour la pratique clinique, c'est spécialement important parce que ce sont généralement les proches aidants principaux qui vont rapporter de la détresse et éventuellement de la détresse suicidaire dans le cadre de leur rôle. Et on peut déjà s'identifier ici à un enjeu intéressant, c'est que typiquement les proches aidants principaux tendent à être des femmes et non des hommes. C'est un biais qui est à la fois culturel, qui est lié aussi aux contraintes dans l'emploi, par exemple. Ça fait en sorte que notre clientèle d'aidant principal est à identifier et va avoir des attributs particuliers qui sont importants pour nous. D'autre part, ce n'est pas tous les proches aidants qui s'identifient comme des proches aidants. Et l'adhésion au titre est une question criante pour les pratiques notamment de dépistage de problématiques et l'offre de services. La majorité des proches aidants, au départ de leur rôle comme proche aidant, ne s'identifient pas comme tel. Ils vont nous dire des choses comme « c'est juste mon rôle comme conjoint, comme conjointe, je suis juste un fils qui prend soin de ma mère ». Pour eux, l'identification à un titre particulier n'est pas naturelle. Et ça fait en sorte, donc, qu'on va se retrouver avec plusieurs proches aidants qui ne se mobilisent pas comme proches aidants, donc qui n'iront pas chercher des soins, qui n'iront pas d'emblée chercher les ressources qui sont disponibles. Et malheureusement, ils vont s'identifier comme aidants beaucoup plus tard dans le processus, quand les mécanismes, disons, plus dépressifs ou plus anormaux vont être mis en place. Là, on va les voir, mais en consultation, ce qui est beaucoup trop tard pour nos efforts de prévention. Il est important de noter qu'il y a d'importantes différences entre les sexes des aidants. Si on regarde, par exemple, au niveau de la répartition des tâches, les hommes, si on veut être stéréotypés, vont avoir des tâches plus occasionnelles, plus souvent du travail extérieur. Si on pense en janvier, en hiver, au Québec, ça serait déneiger l'entrée, par exemple.
alors que les femmes tendent à avoir des tâches intérieures beaucoup plus près de la vie domestique et quotidienne et vont plus souvent être mobilisées dans des tâches qui sont très régulières, préparation de repas par exemple, hygiène, etc. C'est important de le tenir en compte parce qu'il y a une corrélation très forte entre le type de tâche et le temps d'implication comme aidant et la détresse des aidants. En gros, l'épuisement est corrélé directement à la charge de travail, ce qui ne devrait pas surprendre personne. Et conséquemment, quand on regarde les données sur l'épuisement, malheureusement, ce sont nos aidantes féminines qui vont être plus souvent exposées. C'est évidemment utile de garder en tête que si on parle de statistiques et de probabilités, il y a des aidants masculins qui vont avoir un rôle très déployé, mais malheureusement, la tendance n'est pas tout à fait égale entre les deux. D'ailleurs, si vous êtes curieux sur la question, le Conseil du statut de la femme, tout récemment, a publié un très bon document synthèse sur la question qui montre bien les différences dans les rôles, mais aussi les impacts qu'on peut voir, par exemple au niveau de l'employabilité, le temps qui est consommé en heures de travail perdu ou du moins investi dans la relation d'aidant est très différent entre les hommes et les femmes. Donc, il existe plusieurs travaux qui sont assez bien établis à l'effet que le rôle de proche aidant peut être associé à des effets négatifs. Les principaux vont inclure une détresse psychologique, de l'isolement social. Quelques études parlent de problèmes de santé, modification au niveau de la réponse inflammatoire, de la réponse immunitaire. Au plan plus émotionnel, on va rapporter plus de sentiments d'impuissance et plus de culpabilité chez nos aidants qui vont avoir des profils plus négatifs. Vous comprenez que par nature, la présentation d'aujourd'hui porte sur les individus qui vont mal. Il est toujours utile de garder en tête qu'il y a aussi des études qui nous montrent que le rôle de proche aidant peut avoir une conclusion positive. En fait, il y a des aidants qui vont s'en tirer très bien et même mieux qu'avant d'avoir exercé le rôle d'aidant. Les thématiques les plus fréquentes sont le sentiment d'accomplissement, la perception d'avoir un sens à sa vie, d'avoir été utile, si vous voulez le voir comme ça, une croissance personnelle et une augmentation de la cohésion familiale. Bref, on peut aussi avoir des résultats positifs pour nos aidants, puis on devrait viser ces outcomes-là, si vous me pardonnez le terme anglais, mais il n'est pas évident pour nous de faire des prédictions a priori de comment le patron d'un aidant va s'établir exactement. En d'autres mots, on n'a pas de recette encore pour identifier quels aidants vont prendre une voie positive et lesquels, au contraire, vont devenir plus vulnérables, fragilisés et se retrouver à être, disons, au cœur de l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, donc dans une détresse plus sévère. Donc, d'abord, dans la présentation d'aujourd'hui, vous avez remarqué, j'emploie le terme trouble neurocognitif. C'est le terme de convenance maintenant. Vous me pardonnerez si parfois la langue me retourne à ses habitudes habituelles et que je parle de démence. C'est des synonymes en définitive. Le terme trouble neurocognitif est beaucoup mieux accepté maintenant dans certains milieux, notamment dans certains de nos partenaires dans le réseau communautaire. Mais en définitive, on parle ici des mêmes entités cliniques. Donc, pourquoi s'intéresser spécifiquement aux proches aidants dont le proche est atteint d'un trouble neurocognitif? Il y a plusieurs bons arguments pour le faire. D'abord, la question de l'âge. Personne ne sera surpris d'apprendre que les troubles neurocognitifs sont fortement corrélés à l'âge. C'est le facteur de risque principal pour le développement de troubles neurocognitifs. Donc, les aidants dont les proches sont atteints de troubles neurocognitifs tendent eux aussi à être plus âgés. Très souvent, ça va être des conjoints-conjointes ou les enfants adultes dont le proche est atteint de démence. Et on sait que l'âge de l'aidant est un facteur de risque important. Les aidants plus âgés sont plus à risque de s'épuiser, vont rapporter plus souvent de l'isolement. Puis quand on regarde des statistiques brutes, par exemple, de temps passé ou temps consacré à la relation d'aidant, ils tendent à investir beaucoup plus de temps. Certaines études vont parler de centaines d'heures par semaine consacrées, spécialement quand il y a cohabitation. Il faut comprendre ici que, par exemple, quand on va avoir un proche qui présente des manifestations comportementales la nuit, bien, l'aidant va aussi être de garde la nuit. C'est lui qui va s'occuper de prévenir les errances, s'occuper de soins directs. Donc, la cohabitation va être un enjeu important. Et d'autre part, on ne se le cachera pas, au Québec, on est dans une politique de maintien à domicile qui est assez intensive. Nos objectifs, c'est de maintenir les individus chez eux le plus longtemps possible. Ça se conforme très bien aux volontés des individus malades. Quand on sonde les individus atteints de troubles neurocognitifs au début de la maladie, la vaste majorité va rapporter vouloir rester à la maison le plus longtemps possible. Cependant, des politiques comme celle-là font en sorte qu'on a de plus en plus d'aidants. Statistiquement, notre nombre d'aidants est en augmentation importante et leur âge moyen augmente aussi, ce qui va avec le vieillissement de la population. Il n'est donc pas surprenant qu'on ait de plus en plus d'aidants âgés et, si on veut être spécifique à la présentation d'aujourd'hui, de plus en plus d'aidants dont le proche va avoir un trouble neurocognitif. Statistiquement, passé 80 ans, on s'attend à avoir environ une personne sur deux va présenter un patron démentiel ou de trouble neurocognitif. Donc, le nombre d'heures consacrées pour un aidé qui serait atteint d'un trouble neurocognitif est très élevé, plus élevé que pour d'autres conditions de santé en général, notamment parce que c'est un trouble fortement invalidant qui affecte plusieurs sphères de la vie et c'est souvent fait au détriment de d'autres rôles.
Si on veut être plus près de la pratique, il est fréquent que les aidants vont nous dire, bien maintenant j'ai l'impression d'être juste une aidante et de ne plus être une conjointe, de ne plus être une confidente, de ne plus être une amie. Le rôle d'aidant vient prendre toute la place et ce genre de narration-là est fortement corrélé avec la détresse rapportée par le proche aidant. Finalement, les troubles neurocognitifs ont un patron clinique qui est à tenir en compte, donc ce sont des maladies qui sont chroniques. La vaste majorité des troubles neurocognitifs ont une présentation insidieuse. Pensez à la maladie d'Alzheimer, par exemple, qui va s'installer très progressivement. C'est des caractéristiques qui sont importantes pour l'aspect clinique pour la personne malade, évidemment, mais c'est aussi très important à considérer pour le proche aidant. Très souvent, les aidants, en début de parcours, vont refuser les services, ne vont pas s'identifier comme aidants, vont dire « je suis capable, tout va bien, je ne veux pas qu'un intrus vienne chez moi faire mon ménage, je suis encore autonome. » La préservation de l'autonomie est un objectif louable. Le problème, c'est qu'au fil du temps, les symptômes augmentent, mais ils augmentent très progressivement. Et très souvent, les aidants ne se rendront pas compte à quel point leur horaire est grugé lentement par les ajouts dans leur séquence, ce qui va faire en sorte que les aidants vont souffrir d'épuisement sans s'en rendre compte. C'est le supplice de la goutte d'eau. Progressivement, ils ont de plus en plus d'obligations et ils vont arriver à terme en disant « mais c'était pas comme ça au début, mais je ne sais pas à quel moment j'ai accepté tout ce fardeau-là. » Le terme fardeau sera à revoir un peu plus tard. Donc, dans l'ensemble, on voit que ça va être des aidants qui vont être sursollicités, qui vont présenter des défis particuliers. Il existe un dernier attribut clinique qui est important pour nous, c'est les symptômes psychologiques et comportementaux qu'on appelait les SCPD à l'époque. Le D était pour démence. Donc, dans les troubles neurocognitifs, il n'y a pas que les troubles de mémoire. Très souvent, on met l'emphase sur les problèmes de mémoire, mais dans les faits, on va aussi voir des problèmes psychologiques, notamment des symptômes dépressifs, et des problèmes comportementaux qui peuvent inclure, par exemple, des errances, de la désinhibition, des modifications langagières. Il y a de très bonnes études qui montrent que ces manifestations-là sont les meilleurs prédicteurs du fardeau ou du sentiment d'être dépassé pour les proches aidants, spécialement les proches aidants qui cohabitent. Remarquez ici qu'on utilise souvent le terme fardeau. Certains intervenants n'aiment pas le terme parce qu'il a une connotation négative assez évidente. Je l'utilise parce que notre principale mesure dans la clinique du fardeau, c'est l'inventaire de fardeau de Zarit, qui est un questionnaire très, très populaire pour ces fonctions-là. Donc, vous pouvez remplacer fardeau par charge, par exemple, ça serait déjà un petit peu moins dur. Mais il faut comprendre ici qu'on est en train de mesurer un engagement, donc un investissement de temps, de ressources cognitives qui vont être impliquées dans le rôle de proche aidant. Donc, les aidants dont le proche est atteint d'un trouble neurocognitif vont rapporter un déclin de leur qualité de vie, des symptômes dépressifs cliniques assez marqués, on parle jusqu'à 40 à 50 % vont avoir des tableaux cliniques francs de dépression. Des symptômes anxieux, quoique ça va varier beaucoup selon les études que vous consultez. Une des formes d'anxiété qui est moins souvent rapportée au Québec, c'est l'anxiété financière. Il y a des pressions financières au Québec aussi, mais vous comprenez que notre filet social est différent de celui qu'on va avoir, par exemple, dans des études anglo-saxonnes. Les proches aidants dont l'aidé présente un trouble neurocognitif ont souvent un moins bon état de santé général et quelques études suggèrent qu'ils vont aussi présenter un déclin cognitif hâtif qui pourrait même se concrétiser en eux-mêmes présenter des symptômes démentiels plus tôt. Et ça, c'est évidemment une inquiétude importante. On n'est pas en train de dire que les troubles neurocognitifs sont transmissibles, mais on parle plutôt d'épuisement ou de pseudo-démence, donc l'apparition de troubles cognitifs secondaires à l'épuisement de l'aidé. Donc, dans l'ensemble, vous comprenez que je ne dresse pas un portrait particulièrement reluisant du rôle d'aidant. Vous voyez qu'il y a des risques associés. Ces risques-là sont significatifs. Ce n'est pas seulement de rapporter, par exemple, sur des questionnaires auto-rapportés, des signes de détresse. On va voir plusieurs aidants qui vont arriver en fin de parcours à ne plus être capables de jouer leur rôle d'aidant, qui vont eux-mêmes nécessiter des soins directs et devenir des patients en bout de ligne. Donc, devant un tableau aussi clair, il est assez évident qu'on se dirige vers une question d'ordre suicidaire. Par exemple, dans la population générale, la plupart des facteurs que je vous ai nommés jusqu'à maintenant sont des facteurs de risque pour les idées suicidaires, la dépression, l'anxiété, les sentiments d'impuissance et l'isolement social. C'est tous des corrélats très forts des idées suicidaires dans la population générale. Ce ne serait donc pas un saut logique particulièrement agressif que de penser que les proches aidants vont être à risque de présenter des idées suicidaires. Pourtant, il n'y a pratiquement aucune étude sur la question. En fait, on n'a aucune donnée canadienne ou québécoise. Il n'y a pas de statistiques québécoises compilées sur le sujet. Et le peu d'études qu'on a sont surtout issues de pays anglo-saxons, notamment de l'Australie et de l'Angleterre. Les quelques études qu'on a sous la main sont très alarmantes. Puis mon but ici n'est pas d'être alarmiste. On est déjà en des temps où l'anxiété est élevée pour toutes sortes de conditions médicales. On n'a pas besoin d'en mettre plus. Mais disons-le, il y a suffisamment de données pour dire qu'il y a un enjeu clinique important.
Donc, dans les études publiées, entre 16 et 26 des proches aidants rapportaient avoir eu au moins un épisode de détresse suicidaire active pendant leur rôle d'aidant, et spécifiquement pendant qu'ils étaient aidants et non avant. De ceux-ci, la moitié en avait parlé à un proche ou à un professionnel, et le tiers rapportait qu'il était probable qu'ils passent à l'acte. Donc, on n'est pas seulement dans de la contemplation suicidaire, on avait des individus là-dedans qui avaient des plans suicidaires actifs et concrets et qui rapportaient qu'il y avait un risque sérieux qu'ils passent à l'acte suicidaire. Donc, des données qui sont relativement lourdes. Considérant le nombre d'aidants au Québec, ça représenterait des dizaines de milliers de personnes pour lesquelles, en ce moment, on n'a pas une politique de dépistage systématique qui est mise en place. On n'a pas, en ce moment, de ligne directrice comme quoi c'est une population spécialement vulnérable. Donc, dans nos travaux récents, on s'est intéressé à aller décrire les réalités des aidants québécois. On a recruté des échantillons d'aidants dans un devis mixte. Donc, on a fait des rencontres individuelles très en détail avec un petit échantillon. Vous pouvez deviner le défi de recruter des aidants. Déjà, ils sont occupés. Des aidants dont le proche a un trouble neurocognitif, ce qui est encore plus une charge. Et en plus, on cherchait des aidants qui avaient des idées suicidaires actives, maintenant ou récemment. Ça a pris 1 an pour en trouver 6. Ça vous permet de voir la quantité de travail, de recruter et de trouver ces aidants-là. On a aussi un volet quantitatif où est-ce qu'on a recruté des aidants vulnérables. Et là, on a obtenu un échantillon qui était de nettement plus grande taille, mais avec un niveau de détail un petit peu moins élevé. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est de nos résultats et en même temps, je vais marier ça à la littérature déjà existante pour vous montrer les points de congruence. Donc, de façon générale, comment ça se présente, les idées suicidaires? Bien, sans surprise, on va voir des idées suicidaires passives. Ceux d'entre vous qui sont habitués de travailler avec des personnes âgées, ça va ressembler beaucoup au type d'énoncé qu'on voit assez souvent dans la pratique clinique. Donc, une personne âgée qui va nous dire « j'aimerais m'endormir et jamais me réveiller », dépendamment de ses dénominations religieuses, quelqu'un qui va nous dire « j'aimerais que le bon Dieu m'amène dans mon sommeil ». C'est des énoncés qui parlent de mort, mais qui ne mettent pas nécessairement le fardeau du passage à l'acte entre les mains de la personne elle-même. Toutefois, on a aussi eu des idées suicidaires actives, avec des plans qui étaient parfois très concrets. Donc, par exemple, un aidant qui faisait beaucoup de voyagements. On avait des aidants qui étaient en région en particulier, où est-ce qu'il y a beaucoup de transport à faire. Et très souvent, on a entendu des narrations où est-ce que l'accident automobile, puis ici, il faut mettre l'accident entre guillemets, donc provoquer un accident automobile était envisagé comme une façon de mettre fin à ses jours. Ça cadre malheureusement très bien avec les données sur les tentatives suicidaires chez les personnes âgées. Ils tendent à utiliser des moyens létaux très intenses, armes à feu, médication, quand ils ont accès à des médications plus fortes vu leur âge, et l'utilisation du véhicule moteur sont tous malheureusement des moyens qu'on va rencontrer. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez qu'on est dans un patron d'idées suicidaires actives. Les plus rapides d'entre vous auraient aussi constaté qu'on a un risque homicidaire dans ce contexte-ci. L'accident d'auto n'est pas exercé seul, mais bien avec la personne aidée à bord. Ce sont donc des enjeux très lourds pour le clinicien. Vous pouvez deviner la pression déontologique et éthique qui est mise à ce moment-là quand on va avoir ce type d'énoncé qui nous est rapporté dans la pratique. Donc, dans nos travaux, sur 71 aidants âgés qui étaient à risque, 37 rapportaient avoir eu des idées suicidaires. Donc, c'est plus de la moitié de notre échantillon qui, d'emblée, identifiait avoir des idées suicidaires. Parmi les aidants qui présentaient des idées suicidaires, 2 sur 3 recevaient de l'aide directement ou indirectement. Donc, soit il y avait des soins qui leur étaient donnés, par exemple, pour des problématiques personnelles, ou ils recevaient des soins par l'entremise de la personne aidée, donc notamment des soins de maintien à domicile. Toutefois, très peu d'aidants rapportaient avoir confié leur détresse suicidaire. Donc, c'était relativement rare que spontanément, ils avaient parlé de leur détresse. Ça, c'est pas typique. Généralement, dans la littérature sur les personnes âgées, on va voir qu'avant un passage à l'acte, la vaste majorité vont consulter dans les 30 jours avant. Ils vont lever des signaux d'alarme et aller chercher de l'aide. Chez les aidants, on le voit beaucoup moins, probablement parce qu'ils sont beaucoup plus pris. Ils pensent moins à eux. C'est plus difficile pour eux d'aller mobiliser de l'aide autour d'eux. Et d'autre part, dans nos entretiens qualitatifs, sur un échantillon très limité, il faut se le dire, on a eu la mauvaise surprise de découvrir que bien que ces aidants-là nous parlaient d'idées suicidaires, ils n'avaient jamais été évalués systématiquement par le personnel médical autour d'eux. Médecins, infirmières, les préposés qui venaient chez eux, personne n'avait posé de questions sur la présence d'idées suicidaires lors d'évaluations systématiques. Donc, on a une population à risque pour laquelle on a peu de connaissances, mais pour laquelle on a aussi très peu d'outils de dépistage de base. Donc, à défaut de poser des questions, on a aussi peu de statistiques internes sur les profils de ces aidants-là et l'offre de soins est donc très, très hétérogène selon le cheminement que l'aidant va avoir.
Donc, outre la présence d'idées suicidaires, on peut s'interroger aux thématiques qu'eux identifiaient comme étant centrales dans leur détresse. Il y a 4 grandes thématiques qui vont ressortir, dont je vais discuter avec vous, parce que ces avenues-là sont aussi des avenues d'intervention intéressantes pour nous. Il n'y en a aucune qui est particulièrement surprenante, au sens que c'est toutes des choses qui font sens quand on se fie aux réalités des aidants, mais ce sont tous des facteurs qui sont spécifiques aux aidants et qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la littérature sur les risques suicidaires chez les personnes âgées qui ne sont pas des proches aidants. Donc, on va parler de conflits familiaux, d'épuisement, ce qui ne surprendra personne, des difficultés liées au placement, donc le moment où on va institutionnaliser la personne aidée, et un sentiment de captivité et d'impuissance qui a été nommé de façon systématique comme étant un marqueur très fort des moments de détresse et qui expliquait aussi le sentiment de captivité des individus. Donc, ils ressentaient de la culpabilité et ils restaient pris dans une situation dans laquelle ils ne voyaient plus d'issue, ce qui ressemble beaucoup au langage habituel qu'on va avoir quand on évalue le risque suicidaire. Quand on ne voit plus d'issue, on ne voit plus de solution, finalement, on commence à envisager des solutions drastiques et ça va nous mener vers un patron qui nous amène vers d'abord d'avoir des idéations suicidaires et éventuellement de formuler des plans. Donc, au plan familial, plusieurs des participants rapportaient des conflits et ont relevé directement que pour eux, la présence de conflits était un catalyseur des idées suicidaires. C'était aussi des facteurs qui étaient interactifs entre eux. Donc, par exemple, les conflits étaient généralement la source principale de leur isolement. Ils disaient ne plus avoir de confident, ne plus avoir un sentiment d'appartenance, par exemple, dans la prise de décision familiale, et d'un sentiment d'impuissance, parce que très souvent, les enjeux qui étaient soulevés étaient des problèmes au niveau de nommer leurs besoins. Les aidants rapportaient que les proches n'entendaient pas leurs besoins, ne répondaient pas à leur réalité, donc il y avait l'impression de ne pas pouvoir mobiliser les gens autour d'eux et se sentaient donc impuissants et prisonniers dans leur rôle d'aidant. Les conflits familiaux, ce n'est pas une grande surprise, avaient été identifiés aussi dans d'autres travaux qui s'intéressaient à la détresse suicidaire des proches aidants. Et dans nos travaux, les thématiques principales étaient notamment des reproches sur les soins dispensés. Donc, il arrive que la famille va avoir des reproches sur la qualité des soins, dire par exemple qu'on n'en fait pas assez, que ce n'est pas assez bien fait, que ce n'est pas fait assez rapidement. Il y a des désaccords sur la nature des soins et l'exemple le plus fréquent, c'était des désaccords par rapport au placement. Puis ici, il faut voir que c'est des problématiques qui sont très complexes à évaluer. Par exemple, il y a non seulement des enjeux émotionnels, évidemment, mais aussi des enjeux financiers. Ce ne sera pas toutes les familles qui vont avoir la même perception des débours associés au placement, surtout quand on n'a pas accès à des instances publiques. Et plusieurs aidants présentaient des patrons anxieux au sens qu'ils avaient peur de reproches. Donc, ce n'était pas nécessairement qu'ils se faisaient reprocher des choses, mais ils redoutaient de faire face à des reproches. Donc, un certain perfectionnisme dans la dispensation des soins et la crainte de ne pas être à la hauteur des attentes de la famille. Plusieurs nommaient que les attentes étaient souvent, s'étaient déployées de façon insidieuse et n'étaient pas toujours nommées ouvertement. En d'autres mots, il y avait beaucoup de non-dits dans la relation, dans l'installation du rôle d'aidant, et ça faisait en sorte que ça ne permettait pas l'établissement de communication franche et honnête sur les limites, les besoins de chacun. Donc, il y avait beaucoup de travail de fond à faire sur des approches d'intervention qu'on connaît plutôt bien, l'intervention familiale, la médiation, des choses du genre. Ce n'étaient pas des objectifs impossibles à atteindre dans la pratique clinique, mais aucun n'avait bénéficié de ce type de service-là, bien que théoriquement, ce soit des choses qui se fassent assez bien en termes, par exemple, du travail social. L'épuisement était notre deuxième thématique d'intérêt. Donc, l'épuisement dans l'expérience d'idées suicidaires était un facteur qu'on s'attendait assez clairement vu la littérature. L'épuisement et les symptômes dépressifs associés sont généralement déterminés par plusieurs facteurs. Comme toujours, la dépression, ce n'est pas à cause unique. Toutefois, dans nos travaux et dans les travaux publiés, on voit une place très importante des fameux troubles comportementaux et psychologiques dans la démence, dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, la présence de ces facteurs-là était très, très souvent nommée comme un enjeu majeur. Puis, à titre anecdotique, plusieurs de nos aidants avaient rapporté notamment que ces manifestations-là, quand elles étaient la nuit, étaient spécialement lourdes à porter. Et ça répond bien à la littérature sur la dépression. Les individus fortement déprimés vont souvent avoir des idéations suicidaires la nuit ou au coucher, donc spécialement lors de la présence d'insomnie. Et c'était exactement le même patron ici. Donc, des aidants qui se faisaient réveiller la nuit par des errances nocturnes, par exemple, par des comportements dysfonctionnels, désorganisés, rapportaient souvent que la nuit, ils avaient des idéations suicidaires alors qu'ils étaient incapables de dormir parce qu'ils écoutaient pour voir si le conjoint s'était calmé, le conjoint s'était endormi, etc. Donc, on a un marqueur là qui est d'intérêt
Pour l'instant, on n'a pas assez de données pour être formel à savoir si c'est un marqueur suffisant en lui-même, mais certainement dans nos résultats, ça a été quelque chose qui a été nommé de façon très claire. D'autre part, plusieurs études parlent de l'instrumentalisation dans l'offre de soins. Les proches aidants font face à un dilemme assez important. Quand on demande aux cliniciens qu'est-ce qu'un proche aidant devrait être, on le nomme très souvent comme un partenaire. Par exemple, quand on questionne les infirmières, ils décrivent le proche aidant dans un idéal comme étant un partenaire. Mais quand on regarde la pratique sur le terrain, très souvent, le proche aidant est plutôt un adjoint. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre les rendez-vous, qui va donner la médication, qui va coordonner une enveloppe de soins avec le communautaire, par exemple. Bref, l'aidant va rarement être dans une position d'empowerment par rapport aux soins, mais beaucoup plus d'outils de gestion des soins. Et donc, les aidants vont rapporter ne pas se sentir en contrôle de ce qui se passe chez eux. Des gens rentrent chez moi quand ça leur adonne et je me retrouve à ne pas avoir de contrôle sur ma vie, au sens figuré, mais aussi au sens propre. Mon horaire n'est pas le mien. L'isolement social était nommé fréquemment. Le rôle d'aidant est évidemment un rôle qui est très prenant et ça peut mener à un isolement social. C'est assez bien documenté. Et il y avait une surcharge qui était inhérente à la progression des troubles neurocognitifs. La vaste majorité des aidants n'étaient pas particulièrement gênés de nous dire que les problèmes de mémoire n'étaient pas un souci majeur pour eux. Ce qui les gênait davantage, c'était les symptômes dépressifs de leurs proches et les problèmes comportementaux qui surviennent généralement dans les stades un peu plus avancés de la maladie. Donc, c'est congruent avec ce qu'on s'est dit tantôt. Dans les premiers stades de l'apparition de la démence, il est possible que le proche aidant soit tout à fait adéquat pour fonctionner de son côté, mais ça nous met en lumière qu'il faut réévaluer le besoin périodiquement, parce qu'avec la progression de la symptomatologie, on va voir une progression de l'épuisement et ce ne sera pas du tout le même profil qu'on avait, par exemple, il y a 1 ou 2 ans. Notre troisième enjeu, c'est les difficultés liées au placement. Sans surprise, le désaccord face au placement était un enjeu criant et l'émotion principale qui est identifiée est la culpabilité. Le moment de placer le proche est un moment faste en culpabilité pour le proche qui prend la décision, qui est souvent l'aidant principal. Ce sont évidemment des émotions négatives qui sont fortement associées aux patrons dépressifs en général. Les gens déprimés vont souvent rapporter des émotions négatives comme la culpabilité. Ça va avec un patron de dévaluation personnelle, l'impression d'échouer, de ne pas répondre aux besoins de la personne qu'on aide. Et ça va contribuer à l'épuisement. Donc, la culpabilité s'expliquait à la fois par les pressions d'autrui, les pressions de la famille, entre autres, mais aussi avec un sentiment d'échec personnel. L'impression de ne pas avoir réussi à prendre soin de la personne aimée peut être vue comme un échec, puis c'était des standards élevés. Donc, on avait des aidants qui nous disaient, par exemple, qu'ils se disaient tout le temps qu'ils seraient capables de garder leur conjointe, et c'est ce qui avait été difficile. Je me disais, je suis capable, je vais voir à ses besoins. Des gens qui mettaient l'autonomie comme une valeur importante pour eux, puis le moment où ils admettaient qu'ils n'étaient plus capables, c'était pris comme un échec personnel. Lors du placement, il arrivait un phénomène qui était très intéressant pour nous, qui était un peu paradoxal. On s'attendrait à ce que l'aidant, au moment du placement, aille mieux. Le fardeau, si on pardonne le terme un peu négatif, était diminué. Or, au contraire, les aidants rapportaient souvent que dans la période immédiatement après le placement, les idées suicidaires étaient plus importantes. Et la narration qui en était faite était surtout de la solitude et des manifestations qui s'apparentent beaucoup au deuil. L'impression d'une maison vide, l'impression de ne plus avoir de rôle, de ne plus avoir de fonction, que leur vie antérieure ait changé drastiquement. Donc, c'était une perception de coupure importante. C'était des symptômes qui, heureusement, se résorbaient assez rapidement, mais plusieurs aidants mentionnaient que c'était aussi le moment où ils n'ont eu aucun service. La personne aidée malade n'est plus à la maison, donc il n'y a plus de maintien à domicile, il n'y a plus de service direct, et pratiquement tout le monde autour d'eux s'attendait à ce qu'il aille soudainement mieux, et que spontanément, le lendemain, il allait se réveiller et être heureux, aller au cinéma, faire des activités. Il se sentait donc coupable de ne pas aller mieux, et en plus, il se sentait coupable de dire, bien, tant qu'à pas aller mieux, comment ça se fait que lui est pris en institution alors que moi, je suis à la maison puis je ne suis pas plus heureuse ou heureux. Donc, le tableau clinique était quand même compliqué ici et plusieurs aidants mentionnaient que ça aurait été une période dans laquelle il y aurait eu besoin d'un soutien, d'un support systématique. Donc, pour nous, ça peut être aussi une piste d'intérêt en termes d'évaluation et de dépistage. Vous comprenez que c'est facile à dire, mais que c'est assez difficile à organiser. Pensez aux travailleurs sociaux qui trouvent le milieu résidentiel. Ils ont déjà très peu de temps à eux, ils travaillent très, très dur. Si on doit en plus leur donner des mandats d'évaluation pour la personne aidée qui reste à la maison, on leur donne une charge supplémentaire. Mais pratiquement tous nos aidants répondaient à l'affirmative en disant que oui, pour eux, ça aurait été une période
importantes à évaluer et plusieurs avaient des idées suicidaires avec des plans concrets dans ces périodes-là. Donc, les idées suicidaires ne disparaissent pas instantanément après le placement. Ça prenait souvent quelques jours, quelques semaines avant que la personne mobilise des ressources adaptatives et finalement se mette à se sentir un peu mieux, soit capable de retrouver, par exemple, un fonctionnement social. Évidemment, une fois qu'on l'a dit, ça semble évident. Ce qui est particulier, c'est que pour les proches, ce n'était pas évident, ça. Pour eux, l'attente était vraiment un changement magique et instantané lié au placement et les aidants, donc, ne vivaient pas du tout ce patron-là. Donc, on avait des aidants qui nous disaient, par exemple, quand elle est partie, je l'ai envoyée à l'hôpital, je suis allé la reconduire là-bas. Quand je suis revenu ici le premier soir, ça a fait un vide incroyable. Donc, c'est des gens qui vont rapporter du vide, au même titre qu'on va l'entendre, par exemple, dans le cas de deuil complexe. Donc, l'impression que l'autre n'est plus présent et qu'on voudrait l'avoir. Donc, les souvenirs sont aussi à la maison. C'est donc un moment qui n'est pas facile. L'accompagnement au retour à la maison serait une stratégie qui serait adéquate. Finalement, si on y va davantage au plan émotionnel, bien, le sentiment de captivité et d'impuissance était central. Comme je l'ai mentionné tantôt, ce n'est pas une surprise. Dans la plupart des travaux sur le passage à l'acte suicidaire, la plupart des individus qui vont tenter le suicide le font dans un contexte où ils se sentent impuissants. Ils ont l'impression de vivre une détresse immense pour laquelle ils n'ont pas de remède, ils n'ont pas de solution, et la seule solution qui leur reste est de mettre fin à leur jour. Donc, on va avoir une narration qui est très près de celle-là chez le proche aidant. Ce qui est particulier, c'est comment cette impuissance-là s'instrumentalise. Très souvent, leur impuissance est en partie causée par eux-mêmes. Ils se sentent tellement coupables dans leur relation qu'ils ne veulent pas la quitter. Donc, ils vont être eux-mêmes captifs de leur rôle. Et ça va les mener dans une position intenable où est-ce que soit ils vivent une culpabilité immense ou ils vivent une impuissance immense. Donc, ils vont être pris entre deux émotions négatives très, très lourdes et ça va les placer dans des positions où est-ce que, malheureusement, ils vont envisager des actes qui sont funestes. Donc, l'impuissance peut aussi venir de la maladie elle-même. On a tous déjà ressenti cette impuissance-là en voyant des gens qui vont avoir des maladies puis dire, bien, il ne le mérite pas, comment ça se fait que ça tombe sur lui? Dans nos populations cliniques, on entend souvent des énoncés comme « ça aurait dû être moi qui est malade, lui c'est une bonne personne, moi j'aurais dû être malade à sa place ». Ça s'inscrit très bien dans le tableau d'une dévaluation qu'on voit souvent dans les portraits cliniques de dépression. La personne a l'impression d'être sans valeur, se sent coupable d'exister, se dit, bien, ça n'aurait pas dû être moi qui aurait dû avoir la maladie. Ça aurait dû être moi qui ai la maladie et non lui. Et lui aurait pris mieux soin de moi que ce que je fais. Vous voyez que ce sont des déformations cognitives importantes, il n'y a rien là-dedans qui est valide, mais ce sont des pensées qui sont fréquemment rapportées et qui vont peser très lourd dans le patron dépressif. Donc, l'injustice d'avoir un sixième enfant, dans ma tête, c'est toujours une injustice. Les proches aidants vont souvent rapporter que le fardeau est quelque chose qui leur est tombé dessus, qu'ils ne veulent pas nécessairement, qu'ils ne souhaitent pas devenir, par exemple, parents à nouveau à l'âge de 60 ans. Et certains vont être, disons, ébahis ou atterrés par la présentation clinique. Il ne faut pas oublier que certains troubles neurocognitifs progressent très rapidement. Certains d'entre eux vont être beaucoup plus agressifs que d'autres. Donc, la croyance de dire « Ah, ça devrait aller très lentement, très doucement », ce n'était pas toujours le cas et ça pouvait laisser une impression un peu amère chez les aidants. Dans nos travaux, on a eu quelques considérations particulières inattendues qui sortent des thèmes que je vous ai nommés. Je peux les aborder avec vous parce que dans la pratique clinique, ils sont importants à avoir en tête. D'abord, en lien avec la prévention, l'identification des aidants et l'endossement à leur rôle a été un enjeu systématique. Les aidants qu'on a rencontrés très souvent ne se décrivaient pas comme des aidants en début de parcours et ont seulement accepté l'étiquette, si vous voulez, après des années de cheminement, typiquement lors de l'épisode de soins principal pour eux, le moment où, par exemple, ils ont rejoint un organisme communautaire d'aide pour les aidants ou encore quand il y a eu mobilisation de ressources, par exemple, par leur CIUS ou leur CIS local. En termes d'organisation des soins, on a souvent fait face à des dilemmes assez importants. Le proche aidant n'est pas un patient et ça mène à un dilemme lourd en termes de qui doit faire le suivi et comment on fait le suivi du besoin de l'aidant. Donc, un aidant qui commence à montrer des signes de détresse, où est-ce qu'on prend des notes, où est-ce qu'on compile l'information, qui est le pivot de cette information-là. On n'est pas devant un patient systématiquement, on n'a pas de dossier patient ouvert. Il y a des enjeux de confidentialité qui peuvent être très importants. Quand on parle, par exemple, d'idées homicidaires, vous comprenez qu'on ne veut peut-être pas que ça figure au dossier de l'aidé. Théoriquement, l'aidé a accès à son dossier lui-même. Donc, il y avait des enjeux importants en termes de l'organisation même de ce qu'on fait dans le filet de détection des problématiques. Donc, nos aidants nous disaient « on ne me pose jamais la question, moi, je ne sais pas à qui je dois parler,
Et concrètement, quand on parle aux intervenants, très souvent, ils nous disent, bien, même si on me donnait l'information, je ne suis pas sûr où je devrais la mettre. Je ne suis pas certain qu'est-ce que je dois faire avec ça. Je devrais référer tout simplement au médecin traitant de l'aidant. Vous comprenez qu'on n'est pas à ce moment-là dans une offre très concertée de suivi. Comme la majorité du temps, les soins et le suivi étaient organisés en lien avec la personne aidée et non avec l'aidant directement. On n'a pas une réponse unique à cette question-là, mais vous voyez le dilemme fondamental autour de l'organisation des soins ici. Mon but n'est pas de vous dire qu'on souhaite nécessairement que tous les aidants soient des patients et qu'il y ait des dossiers. Je pense que ce serait une mesure drastique, mais l'identification des personnes à risque pourrait être une avenue intéressante pour l'ouverture d'un dossier temporaire ou l'ouverture d'une structure qui ferait en sorte qu'on a un œil ouvert sur l'aidant qui est plus vulnérable. Finalement, l'évaluation de la détresse suicidaire implique des compétences très particulières et beaucoup de temps. Si on y va, encore une fois, de façon un peu anecdotique, dans nos travaux, nos rencontres avec les participants étaient très difficiles à établir. On parle à des gens plus âgés qui nous parlent d'un sujet tabou, très près de leurs émotions. Ça demande donc des intervenants qui ont des capacités d'empathie élevées, qui sont capables de prendre le temps d'aborder le sujet, qui ne sont pas trop directs ou confrontants. C'est donc des compétences qui sont dures à développer. Et ça implique des obligations de formation. Ce qui est particulier, c'est que, comme toujours, les individus les plus proches des aidants sont aussi ceux qu'on surmène. Pensez aux préposés, par exemple. Ce serait probablement un immense défi que de demander au préposé, d'en plus de faire son enveloppe de soins qui est très rigoureusement contrôlée, en plus lui demander de faire une évaluation de détresse suicidaire. C'est un sujet très avancé, très technique, qui demande des connaissances et un doigté particulier. Il n'est pas évident qu'on va trouver ces ressources et ces capacités-là à court terme, ou du moins pas à moins de mettre en place des structures plus dédiées à la question. L'autre sujet, puis je vais vous laisser en fait sur cette question-là parce que c'est un sujet qui est assez intense. On ne s'attendait pas à ça dans nos travaux, mais on a eu dans nos panels, entre autres, des individus qui nous ont rapporté des idées homicidaires. C'était inattendu pour nous. On s'intéressait aux individus suicidaires spécifiquement. Les travaux étaient sur cette question-là. Mais il semble qu'on a fait un très bon travail pour rendre nos participants à l'aise, au point où ils nous ont révélé des idées homicidaires, donc l'idée d'enlever la vie à la personne aidée, et ou des patrons où il y avait homicide-suicide, donc l'idée d'enlever la vie aux deux parties prenantes dans la situation. C'est évidemment un sujet tabou. Cependant, les quelques études sur la question sont assez claires. Les aidants sont un groupe très à risque pour les patrons d'homicide-suicide. Dans des données qui datent un peu, mais on n'a pas de raison de remettre en question, on parle que jusqu'à 40% des cas d'homicide-suicide impliquent un proche aidant. Donc, en termes de risque relatif, c'est évidemment un comportement qui est relativement rare, et tant mieux. Mais je suis certain qu'on a tous en tête des cas récents au Québec d'homicide ou d'homicide et de suicide par des proches aidants. Il y en a eu tout récemment qui ont été fortement médiatisés. Ça met clairement l'emphase sur le fait que ce n'est pas un phénomène spécialement rare ou atypique. Et dans nos échantillons, ces idéations-là étaient relativement fréquentes. Dans des études anglaises, on demandait par exemple à des aidants qui avaient des idées suicidaires si pour eux c'était normal que d'autres aidants aient des idées homicidaires. Et plus de la moitié des participants disaient qu'ils comprenaient très bien que d'autres aidants puissent avoir ces idées-là. Ils ne décrivaient pas ces aidants-là comme étant des sociopathes, des gens déviants, mais plutôt comme des gens qui souffrent de façon importante et que ça aboutit à des scénarios tragiques, que ce soit suicidaire ou homicidaire. Il y avait une grande compatibilité dans les mécanismes d'installation. C'est d'ailleurs ce qui s'est révélé dans nos cas. Les participants, quand ils parlaient d'idées homicidaires, présentaient exactement les mêmes patrons qu'on a présentés aujourd'hui. Donc, certains avaient des idées plus passives, du genre « je serais mieux si la personne décédait ». C'est pas de vouloir le faire soi-même, mais il y avait une contemplation, souvent empreinte de beaucoup de culpabilité. C'était pas facile pour eux de le nommer, mais une fois à l'aise, ils étaient capables d'identifier ces enjeux-là. Et on avait parfois des idées actives avec des plans, des flashs d'idéation sur comment ils s'y prendraient. Et on ne parle pas ici de criminels là, qui planifiaient des scénarios pour se sauver de la police. Loin de là. La majorité d'entre eux, leurs principaux soucis étaient comment faire en sorte que ce soit sans douleur, que ce soit rapide. On n'avait pas devant nous des criminels de grande qualité. Désolé, mais c'est des problèmes d'interface. Finalement, le sentiment d'impuissance, la détresse psychologique étaient centraux dans le patron quand on parlait d'idées homicidaires.
La plupart du temps, on nous disait que c'était dans les moments où est-ce qu'ils avaient l'impression d'en avoir aucun futur potentiel, aucun avenir. Donc, ces aidants-là rapportaient exactement les mêmes choses que lorsqu'ils avaient des idées suicidaires. Et dans tous les cas, il y avait coexistence des deux patrons. Donc, ça nous mène au dilemme du clinicien. Maintenant qu'on voit assez clairement que les aidants ont des risques à la fois pour les idées suicidaires et homicidaires, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un sujet pour lequel les aspects éthiques et déontologiques sont très complexes. L'évaluation systématique des idées suicidaires ne devrait pas déplaire aux cliniciens en général, mais l'évaluation d'un risque homicidaire n'est pas un sujet facile à aborder. Ça peut être pris comme une accusation. C'est très difficile d'aborder ces thématiques-là. Toutefois, les données qu'on a sur la question, ça m'arrive fréquemment à l'université d'avoir des difficultés techniques. Vos salles sont plus belles que les miennes, mais il semble que les problèmes techniques me suivent. C'est peut-être moi le problème, c'est peut-être pas vous. Bref, ça nous amène à la question de l'identification des idées homicidaires quand elles surviennent. Qu'est-ce qu'on fait pour les identifier? Les quelques études qu'on a sur la question mettent beaucoup d'emphase sur les aidants masculins. Statistiquement, ce sont les aidants masculins qui sont les plus à risque. Et le patron le plus fréquent, ce sont des conjoints qui prennent soin d'une conjointe avec une affliction chronique. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'en termes d'affliction chronique, la démence est un choix évident. Donc, on a là une population qui est fort probablement à suivre et à évaluer. Ce sont des gens qui, très souvent, vont aller chercher de l'aide avant de passer à l'acte. C'est rarement des scénarios où c'est fait sur un coup de tête. Donc, il va falloir être réceptif à ces possibilités et à ces enjeux-là. Donc, de façon générale, c'est quoi les limites des connaissances pour guider une pratique clinique de qualité? D'abord, les données, pour l'instant, reposent sur une population ciblée. Vous devinez le défi d'avoir des narrations d'individus sur le terrain. Donc, ce qu'on a comme données, c'est issu de gens qui ont réellement des idées suicidaires actives. Ça, c'est un défi assez important. L'utilisation d'entretiens semi-structurés est un enjeu qui est utile pour nous. Ça nous a permis d'avoir à la fois des données quantitatives plus statistiques, plus épidémiologiques, mais aussi d'avoir des narrations beaucoup plus humaines, beaucoup plus près. Et à notre connaissance, c'est les premières données québécoises, même les premières données canadiennes sur la question. Nos travaux sont très limités, très humbles, mais c'est les seules données qu'on a pour l'instant dans la littérature scientifique. Au plan des limites, gardez toujours en tête que la réalité dont je vous parle repose sur des échantillons très limités. Il y a des biais de recrutement inhérents. Un des gros défis qu'on a, c'est d'avoir accès à des aidants qui ne se décrivent pas comme des aidants. Comment je fais pour les trouver? Et comment je fais pour trouver les aidants qui vont le plus mal? Typiquement, ce n'est pas le temps d'aller les déranger avec des entretiens à l'université ou des entretiens au téléphone. Donc, il y a probablement plus de manifestations que ce que je vous dis, parce que les biais sont qu'on va généralement plutôt aller chercher des individus qui vont mieux ou pour qui les problématiques les plus criantes sont déjà passées. Donc, c'est difficile d'avoir des estimés clairs et plus robustes, notamment de la prévalence de la détresse suicidaire chez les aidants. Donc, conclusion générale, évidemment, on va vouloir une détection hâtive, ciblée et systématique. Le mot qui fait le plus mal ici, c'est vraisemblablement systématique. Aucun de nos aidants n'avait fait l'objet de questions systématiques sur le sujet. Personne ne s'était fait demander clairement « Avez-vous des idées suicidaires? » ce qui est pourtant une des choses qu'on enseigne le plus rapidement à nos intervenants psychosociaux. Utiliser un langage clair, un langage direct, c'est pas fait. Au plan de la prévention puis de l'intervention, il n'existe évidemment aucune approche standardisée à ce stade-ci. Donc, on a très peu de données cliniques validées pour guider le clinicien. Toutefois, si on se fie aux thématiques émergentes dans la littérature, clairement, des approches de gestion de conflits, notamment de la médiation familiale, peut fonctionner. À ce titre, par exemple, au New York State University, on a l'approche NUC qui a fait des belles démonstrations. C'est une approche dans laquelle on fait de la médiation familiale. C'est des approches brèves qui peuvent être faites par du personnel qualifié, mais sans avoir nécessairement, par exemple, un psychologue ou un psychiatre au dossier. Ça peut être fait de façon assez conviviale et qui donne d'excellents résultats pour favoriser la communication des deux côtés, donc de l'aidant, mais aussi des proches qui sont autour. D'autre part, briser la solitude et favoriser le maintien des activités est toujours un objectif pour les individus déprimés. C'est d'autant plus important auprès du proche aidant. Puis dans ce cas-ci, on aura toujours le défi de trouver comment on fait pour donner du temps à l'aidant. Et c'est là que l'offre de services en répit est spécialement importante. Au Québec, l'offre de répit est très variable selon les régions, les territoires et les ressources. L'enveloppe est excessivement différente selon le territoire où on se trouve. Donc, on a du travail à faire de ce côté-là. Et on a aussi des propriétés un peu particulières. C'est que l'offre de répit peut être donnée par le système public, mais peut aussi être offerte par des partenaires communautaires qui sont, disons, plus ou moins égaux entre eux dans les régions.
et qui peuvent ne pas avoir une pérennité particulièrement élevée. Donc, la réalité des aidants peut changer au fil du temps en fonction d'enjeux qui ressortent un petit peu de leur chaîne de compétences. Finalement, la question de l'empowerment a été soulevée. Donc, comment on fait pour que l'aidant se sente impliqué, pas seulement comme acteur, mais comme décideur lui aussi dans l'offre de soins? C'est un défi très dur, c'est très facile pour un conférencier de dire on devrait faire ça. Opérationnaliser ça demande du temps, demande un changement de politique, puis une vision différente de l'offre de soins. Cependant, il y a plusieurs travaux qui montrent que la plupart des cliniciens ont ça déjà comme idéal. Le problème, c'est que les réalités pratiques ne sont pas congruentes à leurs idéaux. Bref, on voudrait tous que le patient soit un acteur actif, collaboratif dans l'offre de soins, mais quand on va vite, quand nos ressources sont étirées et limitées, c'est plus facile parfois de dire quoi faire plutôt que de façon collaborative choisir ensemble ce qui doit être fait. Donc, on aurait des défis qui sont de ce côté-là, qui viendraient briser le sentiment d'impuissance, qui viendraient s'attaquer à certaines des émotions négatives qui sont au cœur de la détresse suicidaire chez les aidants qu'on a rencontrés. Finalement, on peut évaluer le sentiment de captivité, la culpabilité et l'impuissance. C'est une triade négative qui a été assez souvent identifiée dans nos travaux, pour laquelle on a certainement de la marge de manœuvre. Puis pour l'instant, ça semble être au niveau individuel, local, 3 émotions utiles à les nommer. Elles sont au cœur du processus suicidaire et aussi au cœur des mécanismes lors d'idéation homicidaire. Donc, le personnel qualifié peut facilement identifier ces émotions-là, en parler avec l'aidant, et ce semble être des marqueurs importants, des phases aiguës lorsque les idéations suicidaires peuvent se cristalliser davantage et être converties vers des plans ou des passages à l'acte. Donc, je remercie Audrey Teasdale-Dubé, qui est l'étudiante graduée qui a fait la majorité des entretiens. C'est elle qui a beaucoup d'empathie et beaucoup de tact. C'est pas moi qui s'occupe de ces choses-là. Et nos partenaires communautaires. Ça me permet de vous faire un clin d'œil. C'est un plaisir de pouvoir parler de nos travaux dans des contextes cliniques avec des intervenants. Mais vous remarquerez qu'aucun de nos participants ne venait du réseau public parce que dans le public, on n'a pas de dossier d'usagers. Je ne peux pas faire de demande d'accès à cette clientèle-là parce qu'on ne les identifie pas et parce qu'on n'a pas de stats sur eux. Donc, pratiquement tous les aidants qu'on rencontre dans nos travaux de recherche nous sont référés par des organismes communautaires qui nous disent « Oh, tel aidant va mal, celui-là m'a rencontré dans un café, il pleurait, il n'allait pas bien. » Et nous, on faisait les suivis de cette façon-là. Donc, c'est important de aussi prendre le pouls de cette population-là à l'intérieur de nos services et pas seulement par la voie de garage. Les organismes communautaires sont très bons, mais entre vous et moi, ce n'est peut-être pas les meilleurs pour faire du référencement systématique pour une population vulnérable. En tout cas, ce n'est pas à eux que je voudrais confier le fardeau au complet de ces soutiens-là. Donc, voilà. Vous avez été un public très discipliné. Si vous avez des questions, ce serait le bon moment pour qu'on les prenne ensemble. On va... Avant les questions dans la salle, on va juste commencer. Est-ce qu'il y a des personnes en visioconférence qui auraient une question? Donc, je conclus que c'est non. Donc, dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question à poser à notre conférencier? Si oui, juste la poser au micro pour que les gens en visioconférence puissent vous entendre. Merci. Merci, c'était vraiment très, très intéressant. Vous avez parlé à la toute fin d'outils pour évaluer la triade, en fait, de sentiments. Est-ce qu'il y en a des bons qui existent, que vous pouvez vers lesquels vous pouvez nous orienter? C'est une bonne question. Quand on parle de triade négative, d'habitude, si on s'adresse à un psychologue, il va penser à la triade négative de Beck, qui n'est pas exactement la même chose ici. On n'est pas en thérapie cognitive comportementale. À ma connaissance, il n'existe pas d'outils standardisés pour ces questions-là. Dans notre cas, on a simplement posé la question sur les émotions prévalentes. Et les aidants sont généralement très bons pour nous parler de ces enjeux-là. C'est surtout nous qui sommes mal à l'aise de parler d'émotions négatives, spécialement auprès d'aînés. Il y a des biais personnels liés à tout ça. Mais non, on a posé les questions directement et les aidants, d'emblée, la culpabilité était nommée sans problème. C'est pas un enjeu du tout. Parfois, ils vont utiliser un langage qui est un petit peu inhabituel pour nous, mais l'émotion sous-jacente est assez claire. Ce qui était particulier dans notre cas, c'est qu'on a utilisé très peu d'outils standardisés. On voudrait un questionnaire pour le faire, puis je comprends le désir de ça. Ce qui est intéressant quand on évalue les idées suicidaires chez les aidants, c'est que les questionnaires tendent à sous-évaluer la réalité de façon importante.
parce que devant un questionnaire, on n'a pas la relation empathique, on n'a pas le sourire de la personne qui dit « Ah, je comprends, ça va ». Donc, très souvent, on va avoir des questionnaires incomplets. Et ça a été une réalité qui a été difficile pour nous quand on a voulu faire des études plus quantitatives. C'est que très souvent, on avait des questionnaires qui étaient très alarmants, puis d'un coup, le participant arrêtait de répondre. Donc, on sentait bien qu'on avait besoin d'une modalité pour faire la collecte de données qui était plus que juste le questionnaire. Donc, je salue le désir d'avoir des outils standardisés, mais pour des problématiques comme celle-ci, du moins ce qui nous est arrivé en recherche, c'était de rapidement découvrir que c'était limité et qu'on sous-estimait systématiquement notre problématique dans ces contextes-là. Il y avait beaucoup de participants qui nous laissaient des items incomplets quand on faisait juste leur donner des questionnaires. Ouais. Que ce soit en ligne ou papier, ça ne faisait pas de différence. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Lawrence, vous allez au micro. Bonjour. La question que j'ai, c'est est-ce que dans vos cohortes que vous avez étudiées, est-ce que vous avez vu des différences dans le risque suicidaire entre les gens qui ont choisi ou malheureusement qui sont allés en hébergement versus ceux qui sont restés à domicile? C'est une belle question. En fait, la plupart des idées suicidaires qui nous ont été rapportées avaient lieu avant l'hébergement. Et, comme on se l'est dit en cours de conférence, immédiatement après l'hébergement, il y avait une fenêtre risquée qui était nommée, mais qui durait quelques semaines. Par la suite, les participants généralement rapportaient se sentir mieux, reprendre leurs activités. Bref, leurs ressources adaptatives se mobilisaient, si on veut utiliser un langage plus technique. Donc, les moments clés étaient généralement la contemplation de l'hébergement. Donc, le moment où on commence à aborder la question avec les proches, puis là, les conflits pouvaient être importants, les tensions liées à ça pouvaient ressortir davantage. Et c'était généralement les moments où l'aidant était épuisé et disait « Là, je ne suis plus capable, il faut qu'on sorte ça ». D'autre part, le moment du choix de la résidence, la première visite, par exemple, où est-ce qu'il y a souvent des crises. C'est là que la personne aidée peut se braquer, peut dire « Non, je peux pas aller là, tu peux pas me faire ça ». Souvent des propos qui peuvent être très culpabilisants. « Tu veux m'abandonner, on sait bien, tu veux te débarrasser de moi ». Des énoncés qui peuvent être très prenants pour un aidant qui, en bout de ligne, aime la personne. Et tout de suite après le placement, une chose qu'on s'attendait, c'était d'avoir des enjeux, notamment par rapport à l'aider une fois qu'il est placé. Par exemple, les aidés qui vont faire des appels répétés. « Viens me chercher, viens me sauver, je suis pris ici ». On n'a pas eu de ces narrations-là dans les quelques aidants pour lesquels on a fait des entretiens individuels, mais c'est certain qu'on va garder une oreille sur les rails pour ces conditions-là, puis voir est-ce que ça vaut la peine de mettre en place des plans d'intervention spécifiques pour cette culpabilisation-là. Certainement, en tout cas, ça justifie des interventions qui viseraient notamment à contrôler ce type spécifique de comportement-là. Souvent, on aime qu'il y ait des contacts avec l'aidé. L'appel téléphonique peut être vu comme une manière d'apaiser les demandes de l'aidé, mais ça peut aussi être très victimisant pour l'aidant de recevoir ces reproches-là. Donc, on avait plusieurs moments clés qui étaient à la fois avant et après le placement. Je dirais le message le plus important pour moi, c'est que le placement n'était pas la panacée qu'on rêvait, de dire « Enfin, le problème est réglé ». Ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est pas instantané la récupération d'un aidant. Ça y prend des semaines avant de se remettre sur pied la plupart du temps, du moins quand ils vont mal. Il faut toujours garder en tête que je vous parle d'aidants qui n'ont pas eu des parcours faciles. Il y a peut-être des aidants pour qui le lendemain, c'est la fête, mais ce n'est pas les aidants pour lesquels on a des soucis particuliers ici. C'est une bonne question. On a le temps pour une dernière question. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Non? Bien, merci beaucoup. Oh, excusez, je ne vous ai pas vu. Bonjour, vous avez parlé des enjeux financiers en lien surtout avec le placement des personnes. Je suis surprise de ne pas en avoir entendu parler davantage parce que, bon, c'est sûr que là, vous parlez de conjoints âgés, oui, peut-être à la retraite déjà, mais quand c'est des enfants qui doivent fournir une plus grande présence et qui doivent souvent arrêter de travailler et qui peuvent avoir des enjeux familiaux, la monoparentalité et tout ça, est-ce que ça vous a été rapporté? Parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler. Là. Vous avez tout à fait raison. En fait, je vais commencer par dire à quel point votre question est bonne. Je vous parlais du Conseil du statut de la femme, par exemple, qui a produit un très beau rapport sur la question. Puis on voit, par exemple, que les enjeux financiers sont de façon prépondérante vers les aidantes féminines, celles qui sont au travail. Puis si on veut se faire un clin d'œil, ce sont souvent des aidantes qui ont des formations dans le domaine de la santé. L'infirmière retraitée qui, tu es infirmière, hein, tu vas t'en occuper. Donc, il y a un poids qui est là, qui est indéniable. D'autre part, dans nos travaux, il existe un certain biais, c'est que la plupart de nos aidants venaient d'organismes communautaires qui offrent des services de jour, entre autres. Donc, on avait relativement peu de gens qui étaient à l'emploi qui ont pris part à nos travaux parce qu'ils ne sont pas disponibles.
C'est des aidants qui sont d'autant plus durs à mobiliser parce qu'ils ont une famille, ils ont des enjeux le soir qui sont à eux. C'est bien gênant d'aller dire on va prendre une de vos journées de fin de semaine pour répondre à des questions sur le suicide. C'est difficile de mobiliser cette population clinique-là. Donc, ce serait logique de penser à des enjeux financiers pour eux. Il y a plusieurs études qui montrent que le nombre d'heures de travail perdu est important et donc la perte financière est significative. Même dans un réseau de gratuité comme le nôtre, c'est pas vrai de dire que c'est gratuit. Notre temps n'est pas gratuit et il y a plein de services qui ne sont pas offerts, qui peuvent être augmentés. Pensez seulement à offrir des bains supplémentaires en CHSLD si on va être dans des sujets d'actualité, là. C'est des choses que des aidants vont vouloir dépenser pour le faire, bien, ça demande d'avoir les ressources financières. Cependant, si on veut mettre le côté positif de tout ça, dans la majorité des études, si on compare les études canadiennes aux études américaines, par exemple, l'anxiété financière est nettement différente entre les deux pays. Parce qu'aux États-Unis, le filet social est nettement moindre, l'offre de services est beaucoup plus limitée, les assurances sont excessivement variables. Donc, les aidants rapportaient des pressions financières incommensurables avec celles qu'on a ici. Ce n'est pas de nier qu'il existe des pressions financières au Québec, mais au moins au Québec, on a une offre de services globale qui est plus homogène, du moins en termes du filet de base. Cela dit, ça ne fait pas en sorte que si vous manquez des heures de travail, on va vous rembourser votre salaire. C'était d'ailleurs une des recommandations du Conseil du statut de la femme que d'offrir des crédits d'impôt spécifiques, d'avoir des initiatives ciblées pour rendre le travail plus flexible et des initiatives ciblant, entre autres, les femmes qui sont à l'emploi. Donc, votre question est entièrement dans l'air du temps, c'est très d'actualité. Mais dans nos travaux, c'est difficile d'aller identifier ça parce que ces personnes-là, ces femmes-là en particulier, sont excessivement difficiles à mobiliser dans nos études. Puis on ne les blâme pas, là. Moi aussi, je n'aimerais pas répondre à des questionnaires dans les journées où je m'occupe de mes enfants malades à la maison. C'est juste normal. Je vous remercie pour vos questions très pertinentes.